Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 16h30, on a 90 minutes. Ça va passer extrêmement vite. Je m'appelle Antoine Bondaz. Je suis notamment le directeur du programme Corée à la Fondation pour la recherche stratégique, qui est le principal think tank en France sur les questions de sécurité et de défense et qui conseille avant tout les administrations et enseignants à Sciences Po. Et l'idée de ce débat avec Patrick et Véronique, c'était vraiment de parler de la Corée du Nord, mais d'un point de vue de personnes qui ont une expérience de terrain. Et donc, c'est pas parler de la Corée du Nord dans les médias ou la Corée du Nord à travers des événements médiatiques récents, comme on pouvait le faire, par exemple, en 2017, 2018. Vous vous rappelez tous des épisodes de tension entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais de commencer les discussions en partant non seulement des expériences personnelles sur le terrain, pour essayer d'avancer sur, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on sait de la Corée du Nord, y compris du point de vue de l'intérieur du pays. Le thème du Forum Normandie pour la paix, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les murs. Plus largement, les 2 jours de débat sont sur la question des murs. Et de voir que malgré l'image qu'on peut avoir des poncifs sur l'État ermite, le pays le plus fermé au monde, voir en réalité que des choses se passent dans le pays, qu'on sait beaucoup de choses sur le pays, et évidemment que certains peuvent avoir une expérience depuis le pays, la Corée du Nord. Pour commencer, peut-être très rapidement, avec Patrick et Véronique, je les laisserai se présenter, puisque je pense qu'ils auront peut-être quelques anecdotes, mais surtout avec une question vraiment pour commencer, pour que vous parliez chacun de votre première expérience en Corée du Nord. On ne va pas parler de toutes les expériences d'après, ça ce sera les autres questions, mais de commencer peut-être par les premières expériences, la première expérience en Corée du Nord. Allez. Bonjour, alors je suis Véronique et je travaille pour une ONG, une organisation humanitaire qui travaille, qui intervient en Corée du Nord. Donc ma première expérience a été avec une organisation humanitaire. On peut dire que c'est en 2000. Bon, en fait, j'ai mis les pieds en Corée du Nord avant pour faire ce qu'on appelle des évaluations, c'est-à-dire comprendre les besoins, comprendre les moyens que l'on peut mettre pour donner des réponses et trouver des statu quo avec les autorités nationales pour donner des réponses qui conviennent à notre propre éthique et à leurs propres besoins et besoins. Bon, voilà. Donc voilà, c'était en 2000 en Corée du Nord. Je suis en tout restée 8 ans dans le pays, mais pas 8 ans d'affilée. Donc en 2000, je suis restée 3 ans et je suis repartie vers d'autres pays. Et je suis revenue 1 an et je suis revenue 3 ans, comme ça. Et la dernière fois que j'étais en Corée du Nord, c'est quand le virus est arrivé. Voilà. Et a priori, j'attends quand même de pouvoir y retourner. Tout au moins pour chercher mes affaires qui sont restées là-bas. Voilà. Je pense qu'on parle de le type d'intervention que l'on fait. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. C'est aussi les personnes qu'on rencontre. En fait, j'ai travaillé avec 2 organisations humanitaires. Première agence, c'est Triangle. En fait, les 2 organisations françaises humanitaires qui sont là-bas. Et on a travaillé dans des secteurs très, très différents qui vont des hôpitaux aux fermes collectives en passant par la réhabilitation de systèmes de distribution d'eau dans des petites villes. Voilà. Pour en même temps apporter un peu de contexte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très bien connues sur la Corée du Nord. En Corée du Nord, avant la fermeture vraiment du pays avec le Covid, il y avait 4 ONG résidentes dans le pays. Les 4 ONG résidentes étaient toutes européennes, dont 2 françaises. Et donc les Européens, contrairement à ce qu'on peut penser, ont une expérience très spécifique dans le pays. Et puis l'Union européenne et les différents pays européens ont commencé à apporter une aide humanitaire à la Corée du Nord au milieu, à la fin des années 90.
lorsqu'il y a eu une crise alimentaire sans précédent dans le pays. Et depuis ces années-là, donc quasiment 30 ans maintenant, il y a eu une aide continue de la part des États membres, de la part de l'Union européenne, pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables dans le pays. Et donc quand souvent on dit que l'Europe, grosso modo, n'a aucun rôle sur la question nord-coréenne, il y a une faible connaissance de la Corée, en réalité, certaines ONG, certaines personnes ont justement une expertise et une expérience sur le terrain qui est parfois encore plus approfondie que ne pourrait l'avoir certaines ONG, même si le terme est un peu galvaudé, chinoises, russes, ou même certains humanitaires américains qui peuvent être amenés à faire des missions ponctuelles dans le pays, mais encore une fois, qui ne sont pas à travers des ONG résidentes en Corée du Nord. Patrick. Bonjour à tous. C'est pas mon degré d'expertise, mais juste pour rajouter un truc sur les ONG. Il y a eu une histoire des ONG en Corée du Nord, mais tu en vas en parler beaucoup mieux que moi. Je précise tout de suite qu'on se connaît tous très bien, donc si on a un petit côté de connivence devant vous, ce n'est pas pour vous exclure du débat, c'est qu'on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître depuis longtemps. Surtout, nous, on s'est rencontrés à Pyongyang, donc c'est encore plus marqué. Il y a eu des gros problèmes entre les autorités nord-coréennes et les ONG, au point que les ONG ont, à tort ou à raison, décidé de critiquer la façon dont les Nord-Coréens distribuaient l'aide étrangère. Mon incompétence totale. Et il y a un moment où elles ont pratiquement toutes été à deux doigts d'être virées. Et certaines ont réussi à se maintenir en changeant de nom. Et donc vous êtes maintenant bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4. Oui, on est considérés comme des bureaux de l'Union européenne. Ils ne reconnaissent plus les ONG en tant qu'entité d'ONG propre, mais donc ça veut dire que on est tous dépendants de l'Union européenne qui est quand même notre principal bailleur. Hein. C'est l'Union européenne qui finance la majorité de l'aide humanitaire en Corée du Nord, des ONG. La discussion qui est arrivée en 2006 entre les ONG, à la fin, il n'y avait pas tellement d'ONG, mais il y avait moins de 10 ONG jusqu'en 2006 en Corée du Nord, et surtout, il y avait les Nations Unies. Mais je pense que la dissonance est plus venue des organismes des Nations Unies que des ONG. Mais effectivement, l'aide humanitaire est arrivée dans les années 90 quand il y a eu une grosse crise alimentaire, une famine en vérité. Et en 2006, le gouvernement nord-coréen a dit bon, merci l'humanitaire, ça va aller. Maintenant, on a repris notre souffle. C'était aussi un contre-coup de la chute de l'Union soviétique, etc., du bloc soviétique. Donc maintenant, ça va, on s'est remis de nos difficultés. On est de nouveau sur les rails et on n'a plus besoin d'aide humanitaire. Par contre, on veut bien de l'aide au développement parce que notre technologie, dans certains secteurs, est obsolète ou a du mal à se moderniser. Et donc, les grosses discussions sont venues là-dessus. Et effectivement, certaines instances humanitaires, ONG ou Bureau des Nations Unies, ont dit non, nous, on voit bien le pays et on pense qu'il faut continuer à faire de l'humanitaire. Et d'autres ont dit, bon, après, on reprend cette vieille citation qui vient de je ne sais où, qui dit que l'humanitaire, il vaut mieux donner une canne à pêche qu'un poisson. Et il y a certaines ONG qui ont dit, bon, ben, on arrête de donner les poissons et on se lance dans la fabrication de canne à pêche, si j'ose dire. Ce qui a lancé une deuxième étape de discussion, puisque aider la Corée non plus à manger, mais à se développer, c'était violer les interdictions de l'ONU, et les Américains ont beaucoup poussé pour que ça ne se fasse pas. Donc chaque jour, on change de vocabulaire. On est en Extrême-Orient. Ceux d'entre vous qui sont un peu familiers ou qui connaissent Confucius savent ce que c'est que les dénominations correctes. Et pour les ONG, en tout cas, une ONG qui ne s'appelle plus ONG n'est plus une ONG. Et elle peut donc continuer à faire exactement la même chose. Oui, parce que je pense qu'on en reparlera. C'est très compliqué. Déjà, bon,
tant qu'on fait de l'aide humanitaire, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui meurent de faim, on leur donne à manger et c'est relativement simple à comprendre, à admettre et à défendre. Maintenant, si on fait de l'aide au développement, ça devient beaucoup plus ambigu parce que il peut y avoir non, il peut pas y avoir. Il y a beaucoup de critiques en disant bon, vous aidez la Corée du Nord à se développer, mais ce ne sont pas nos amis. Est-ce qu'il faudrait mieux les laisser dans leur... bon, on va dire leur Moyen-Âge, mais je vous rassure, ils ne sont pas du tout au Moyen-Âge. Hein. Mais les laisser dans leurs difficultés et pourquoi les aider à se développer. Et donc, au point de vue éthique, ça peut poser un problème. En tout cas, ça questionne. Mais évidemment, les ONG qui sont restées sur place ont leurs propres réponses. Et puis, la Corée du Nord n'a plus voulu de l'aide de l'ONG parce que c'était trop marqué humanitaire, mais elle veut de l'aide de l'Union européenne. Donc, les ONG là-bas sont des bureaux sont considérés comme des bureaux de l'Union européenne. Ça veut dire que l'aide que les ONG apportent en Corée du Nord, c'est de l'aide bilatérale entre l'Union européenne et la Corée du Nord. Politiquement, c'est compris comme ça. Et c'est important pour les institutions nord-coréennes d'expliquer l'aide de cette façon-là. Elle est beaucoup plus noble pour eux comme ça. Et sur ce point, l'Union européenne avait établi des relations diplomatiques en 2001 avec la République populaire et démocratique de Corée, à un moment où, à la fin des années 90 et au début des années 2000, beaucoup de pays de l'Europe occidentale établissaient des relations diplomatiques. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Irlande, etc. Il y avait eu plusieurs vagues d'établissement de relations diplomatiques. Les premières avec les pays d'Europe centrale qui faisaient à l'époque partie du bloc soviétique. Par exemple, la Pologne avait eu des relations diplomatiques avec la République populaire et démocratique de Corée avant que la République populaire de Chine ait des relations. Ça s'explique parce que la Pologne, ça date de 1948, et qu'en 1948, la République populaire de Chine n'existait pas encore. Puisqu'elle existait, elle a commencé à exister en fait, en 1er octobre 1949. Donc on a eu les pays d'Europe centrale qui ont des relations historiques avec la Corée du Nord, qui ont d'ailleurs contribué à la reconstruction du pays après la signature de l'armistice de Panmunjom en 1953, qui mettait fin aux hostilités dans le cadre de la guerre de Corée. Et puis dans les années 70, il y a eu une autre vague entre guillemets, de reconnaissance diplomatique de la part de pays qui étaient neutres entre guillemets, pendant la guerre froide, c'est-à-dire les pays comme la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Autriche, après entre 73 et 77. Et c'est ce qui explique notamment le rôle que jouent encore aujourd'hui certains pays européens, très spécifiques en matière, y compris diplomatique, vis-à-vis de la Corée du Nord. La Suède, par exemple, est ce qu'on appelle l'autorité consulaire des États-Unis dans le pays. Concrètement, si vous avez des ressortissants, puisqu'il n'y a pas de relation diplomatique entre Pyongyang et Washington, et donc s'il arrive quelque chose à des ressortissants américains sur le territoire nord-coréen, ce sont, entre guillemets, les autorités suédoises qui vont gérer l'interface et qui vont essayer de s'en occuper. C'est ce qui explique, par exemple, qu'en 2017, 2018, quand il y avait les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, de très nombreuses négociations ont eu lieu en Suède, à Stockholm. Et moi, à l'époque, j'allais régulièrement à Stockholm, invité par la partie suédoise, comme faisant partie de officiellement la délégation suédoise, pour essayer de faciliter, non pas de faire de la modération, mais vraiment essayer de faciliter les interactions entre les diplomates nord-coréens et les diplomates américains. Ça n'a pas abouti sur des accords, si ce n'est une déclaration commune, vous en rappelez peut-être, en 2018 à Singapour, mais ensuite il n'y a rien eu. Et donc les Européens, certains pays européens, avec leurs différences historiques et autres, ont vraiment un rôle et joué un rôle, et jouent encore un rôle important. Patrick, peut-être de revenir sur ton expérience personnelle. Juste sur un truc diplomatique, je suis sûr que vous avez tous entendu dire 50 fois que la France et la Corée du Nord, la RPDC, n'avaient pas de relations diplomatiques. C'est un raccourci de journalistes paresseux, pour utiliser un pléonasme aujourd'hui.
Nous avons des relations diplomatiques avec la Corée du Nord et même avant les autres. Nous n'avons pas de relations diplomatiques au niveau ambassadeur. Mais nous avons des relations diplomatiques. Il y a une délégation de la RPDC à Paris avec laquelle nous travaillons très régulièrement. Simplement, ils n'ont pas d'ambassadeur. Et petit truc, toujours dénomination correcte, ils ont quand même un ambassadeur parce que les Nord-Coréens ont nommé leur délégué général ambassadeur à l'UNESCO. Ce qui fait que la France est obligée de l'appeler Monsieur l'ambassadeur, alors que nous n'avons pas les petites... ça fait rire les diplomates. C'est très très marrant, le samedi soir, on s'amuse. Nous avons un bureau. Depuis très peu de temps, nous avons un bureau à Pyongyang pour des relations culturelles, éducatives, etc., qui a été occupé pendant quelques années par des gens qui en sont repartis. C'est l'acte le plus notable qui est arrivé. Et on avait touché un très remarquable type il y a 3 ans, et pan Covid. Donc nous n'avons pas beaucoup progressé depuis ces derniers temps. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des relations entre la France et la Corée, ne serait-ce que nous. Alors très rapidement, je m'appelle Patrick Morus, je n'y suis pour rien, vous demandez à mes parents. Je suis professeur émérite, ça veut dire retraité, hein, à l'INALCO, le nom de code Langzhou, à Paris, donc prof de langue et de littérature coréenne depuis la fin du XXe siècle. Après différentes études et différentes balades, mais tout ça n'a strictement aucun intérêt. La seule chose qui est intéressante, c'est que je suis tombé dans la Corée quand j'étais petit, qu'on ne m'a pas demandé mon avis. J'étais dans les bagages de mon père qui bossait là-bas. Et donc j'étais, si vous voulez, d'une certaine façon, comme vous, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire vous avez entendu des choses en n'étant pour rien, et vous avez surtout entendu dire beaucoup de mal de la Corée du Nord, dont je ne vais pas vous dire du bien, je vais dire autre chose. Simplement parce que j'habitais Séoul et que par définition, la Corée du Nord, c'était l'ennemi, c'était de l'autre côté, c'était dangereux. On vivait sous le couvre-feu, c'était la guerre du Vietnam. Vous imaginez le nombre de soldats américains qu'il y avait là, ceux qui étaient sur le territoire coréen et ceux qui venaient se reposer du Vietnam. Ce n'était pas une situation très, très rigolote. La nuit, on entendait les coups de feu de la police sur des étudiants qui se bagarraient. La Corée du Sud est notre grand ami démocratique aujourd'hui, mais ça a pris un certain temps pour venir. Et je pense qu'on peut accorder ce temps aussi à d'autres pays. Je n'ai jamais entendu tirer à Pyongyang. Alors peut-être qu'ils font ça quand je ne suis pas là, mais je vais dire ça se passe différemment. Mes relations avec la Corée du Nord ont commencé quand je bossais assez jeune, là encore au XXe siècle, en Chine. C'était encore la révolution culturelle. Oui, on ne te marre pas, hein, c'est facile d'être jeune. Qu'est-ce que tu as fait pour ? Non, mais c'est pas vrai. Et donc, j'ai eu des étudiants nord-coréens qui étaient 300 000 fois supérieurs aux étudiants chinois, lesquels ont énormément progressé depuis. Mais là, c'était la fin de la révolution culturelle. Et mes étudiants chinois, ils étaient nommés. Et donc, ils étaient étudiants en russe. On s'est fâché avec les Russes. Ils ont été nommés étudiants en français. Vous mettez à leur place. Bon. Tandis que les étudiants coréens étaient absolument extraordinaires. Donc, j'ai commencé mes relations avec eux à ce moment-là. Par la suite, j'ai enseigné dans 7 universités coréennes de ce que j'appelle, et j'y tiens beaucoup, les 3 Corées. C'est ma marque de fabrique. Vous noterez les profs qui sont devant leurs étudiants qu'il y a un S à Corée. Vous ne faites pas ça au bac, hein. Vous n'avez pas le droit au S en français, sauf pour dire une chose, c'est qu'il n'y a pas 3 aspects différents de la Corée, mais 3 Corées qui sont devenues maintenant, à mes yeux, 3 Corées institutionnellement différentes. Bien entendu, il n'y a que 2 États de ce nom, la Corée du Sud et la Corée du Nord. La Corée chinoise est un district autonome qui surtout ne revendique aucune indépendance par rapport au pouvoir chinois. Ils savent ce que c'est qu'une grosse baffe quand elle vient de Pékin et n'ont pas du tout envie de le faire. Mais ils ont leur autonomie et leur façon de faire. Ils sont très différents des 2 autres Corées. Et ça fait beaucoup de bien d'aller là-bas pour sortir de ce dialogue, de cet aboiement réciproque qu'il y a entre le Nord et le Sud. Je précise 2 toutes petites choses. Pardon, c'est plus haut. 2 petites choses avant de repasser la parole.
La première, pour vous donner un petit exemple de la difficulté, c'est qu'il n'existe pas en coréen de mot consensuel commun pour dire Corée. Il donne une petite idée de l'ampleur du problème. Quand vous dites je suis coréen, vous employez forcément le mot qui est employé au sud, ou le mot qui est employé au nord, ou le mot du nord, mais en chinois, du côté chinois. Vous ne pouvez pas dire je suis coréen, je veux qu'une seule Corée, je ne veux pas de cette division, j'en peux plus, j'en ai marre. Vous avez le droit de penser ça. La plupart des jeunes le pensent aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas le dire en coréen. Pour le dire, ils disent Korea. Ce qui est quand même assez dramatique. Ils parlent comme le franglais de la télévision, quoi. Ils sont obligés d'utiliser un mot étranger et qui plus est, d'avoir une bagarre entre eux. Parce que quand vous dites Korea, vous l'écrivez comment? K ou C? Non, vous choisissez de l'écrire K ou C. Si vous l'écrivez K, vous l'écrivez à l'ancienne et surtout vous montrez que vous êtes un lamentable larbin des Américains. Je parle de l'autre camp, hein. Si vous êtes un jeune démocrate pro-réunification, d'accord pour la discussion avec le Nord, vous l'écrivez avec un C, c'est-à-dire en latin. Il n'y a aucune raison d'écrire Korea avec un K. C'est de l'anglais, etc., etc., etc. Au sud, on dit Hanguk, au nord, on dit Choson. Il y a l'histoire des noms, il y a l'histoire des mots, mais vous ne pouvez pas dire « je suis coréen ». Je suis un Coréen, je suis d'accord pour la réunification, je refuse l'opposition nord-sud. Mon titre, les 3 Corées. Je ne peux pas le traduire en coréen. Vous imaginez l'ampleur du problème? Votre identité, votre nom, chez des ultra nationalistes. Je repasse la parole à travers le mur, si j'ose dire. En Corée du Nord, on sait une chose, c'est qu'un mur, ça a 4 côtés. J'aime beaucoup celle-là. Il y a 2 côtés pour empêcher de sortir et 2 côtés pour empêcher d'entrer. Et c'est valable des 2 côtés. Je sais bien que les Nord-Coréens sont des méchants et ils ne sont souvent pas très gentils. Mais les Coréens du Sud ont aussi une politique qui est quelquefois dictée assez loin de chez eux, qui leur pose pas mal de problèmes. Il y a entre les 2 Corées une séparation qui est là techniquement depuis 1953, formellement, mais on est coupé depuis 1950 et on est divisé depuis 1945. Et aujourd'hui, il y a une séparation entre les 2 pays qui fait d'un bout à l'autre, de côte est à côte ouest, 4 km de profondeur. On ne peut pas passer. Les seuls qui s'amusent là-dedans, c'est les animaux qui gambadent, sauf que de temps en temps, ils pètent sur les mines. Ça fait rire les troufions. Et au milieu, il y a un mur. Au milieu, il y a un grand mur, infranchissable, qui fait à certains endroits 6 mètres de haut, qui montre bien à quel point les Nord-Coréens sont méchants. Sauf que c'est un mur américain. L'histoire est toujours un petit peu plus compliquée que celle que l'on veut faire. La Corée du Nord a ce mur et cette frontière et ces barbelés et tout, qui empêchent de sortir, mais qui aussi empêchent d'entrer. De la même façon, les Sud-Coréens ont ces barbelés pour empêcher les méchants Nord-Coréens de les envahir, mais les Sud-Coréens n'ont pas le droit d'aller en Corée du Nord. On leur dit que c'est chez eux, mais la loi leur interdit d'y aller. Même chose au Nord, ils n'ont évidemment pas le droit d'aller au Sud. Sauf qu'au Nord, on ne peut pas aller au Sud, sauf si nous, on les accompagne. Dernier point, les contacts existent. On va en reparler essentiellement par intermédiaire. Tu as parlé des Suédois, il y en a d'autres. Je termine ma pseudo-biographie. Je me traîne maintenant en Corée du Nord 3, 4, 5, 6 fois par an. J'emmène des voyages. Vous avez entendu dire qu'on ne va pas en Corée du Nord. J'emmène des voyages, j'emmène ceux d'entre vous qui veulent, quand ils veulent, dès que le virus est fini, hein, d'autre chose. J'emmène des gens en Corée du Nord, je traduis des auteurs nord-coréens comme j'ai traduit des dizaines et des dizaines d'auteurs de Corée du Sud, parce qu'il me semble que le principal dans ce qu'il s'agit de ça, c'est que ce soit les Coréens qui parlent, et ils sont capables de dire des choses relativement intelligentes. Moi, je me dis en tant que littéraire que s'il n'y a pas de livres nord-coréens et qu'on ne les traduit jamais, c'est peut-être que ça embête beaucoup ce qu'on découvre
quand on les lit. Pour revenir très rapidement sur la DMZ, parce que c'est une zone dont on entend toujours parler, cette fameuse zone démilitarisée, et sur la question de la division, la séparation. Donc, comme le disait Patrick, en 1945, vous avez à partir de l'automne 1945 deux zones d'occupation soviétique au nord, d'occupation américaine au sud, qui de fait divisent la péninsule. Historiquement, ces deux zones d'occupation sont censées, avant la fin des années 40, se regrouper et reformer une Corée qui n'avait pas été divisée depuis quasiment 1000 ans. En tout cas, institutionnellement. Sauf qu'en 1948, deux régimes sont créés, premièrement au sud, puis au nord, la République de Corée au sud, puis la République populaire et démocratique de Corée au nord, et puis en 1950, le nord envahit le sud, la guerre de Corée. Et à l'issue de la guerre de Corée, la division, elle est non seulement politique, puisqu'il y a deux régimes politiques, mais elle devient purement physique avec cette fameuse zone démilitarisée. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle fait 4 km de large? Parce que vous avez ce qu'on appelle la ligne de démarcation, qui est la ligne de frontière, et de part et d'autre, vous avez 2 km. En fait, c'est 1,2 miles, mais ça fait à peu près 2 km. Ça fait donc à peu près 250, un tout petit peu moins, kilomètres de long. Et ça, c'est la frontière terrestre. Vous avez aussi une frontière maritime qui pose beaucoup plus de problèmes, notamment en mer Jaune, donc du côté ouest, du côté chinois, puisque cette zone, elle a été décrétée unilatéralement en 1953 par les troupes américaines. Elle n'avait pas été contestée à l'époque par la Corée du Nord, et puis au début des années 70, la Corée du Nord a demandé à ce que le tracé de cette zone de démarcation suive le fameux 38e parallèle. Or, elle ne suit pas exactement le 38e parallèle. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que ces 20 dernières années, une grande partie des incidents intercoréens ont été en fait en mer, en 99, en 2002, ce qu'on appelle les deux batailles du Yongpyeon. En 2010, si vous vous en rappelez, le torpillage de la corvette Cheonan sud-coréenne, qui avait fait plus de 40 morts, et puis le bombardement d'une île, l'île de Yongbyon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la DMZ. La DMZ, dans un de ses parties, notamment la partie occidentale, a un point de contact. C'est l'image que vous connaissez tous des petits baraques bleus sur une ligne frontière dans laquelle les diplomates du Nord et du Sud se rencontrent. Ils ne se rencontrent pas uniquement là, mais ils se rencontrent aussi là. C'est la fameuse image de Donald Trump qui franchit la frontière avec Kim Jong-un, puis qui refranchit la frontière. Cette zone, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de nom français, alors moi je ne sais pas comment, enfin il faudrait le traduire, mais la Joint Security Area, donc la zone de sécurité commune, conjointe, qui permet les échanges physiques entre le nord et le sud, en tout cas quand il faut des interactions. Autrement, vous avez 4 km qui vous séparent. Pour revenir sur ce que tu disais, peut-être une question très très concrète. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a certains romans nord-coréens qui ont été traduits en français. Je pense que le premier, c'est Deux amis, c'est ça ? Des amis, pardon. Des amis. Qu'est-ce qu'on lit dans la littérature nord-coréenne ? C'est quoi la littérature nord-coréenne ? Est-ce que c'est forcément une littérature d'État ? Et est-ce qu'on apprend des choses sur la société ? J'imagine, à travers la littérature. Et qu'est-ce qu'on y apprend ? Maman. Beaucoup de choses, évidemment, mais ça renseigne rien, ne dit rien à personne. La littérature en Corée du Nord est une littérature de combat. Donc, on doit être dans la direction de ce combat, et si on ne l'est pas, on peut aller cultiver des choux. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. La deuxième chose, c'est que c'est une littérature réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réaliste ? Il y a une définition propre à la Corée du Nord, c'est qu'il s'agit de décrire la réalité et en même temps la réalité dont on rêve. On décrit les gens et ils sont tous toujours un petit peu mieux que ce qu'ils sont dans la réalité. Il y a des problèmes, mais on arrive toujours à faire le petit pas pour les résoudre. Il y a toujours un élément didactique, c'est sûr, pédagogique, marqué. On apprend quelque chose. Quand on voit un film, quand on voit un tableau, quand on lit un livre, on fait un pas.
Et ce pas, bien entendu, ne déplaît pas au régime, encore qu'il y ait des textes qui ont pu poser des problèmes et que moi, j'ai eu les mêmes ennuis. C'est ça qu'on commence, nous, à connaître un tout petit peu la Corée du Nord, parce qu'on a eu, on a eu les mêmes ennuis qu'eux. On n'a pas eu les problèmes de famine comme eux, mais on était là. Et puis surtout, on a les problèmes administratifs. C'est-à-dire que quand je suis en train d'envoyer mes étudiants, ou d'organiser des cours, ou de préparer des voyages, ou de traduire des bouquins, je travaille avec X, Y et Z. Enfin, Kim et Kim. Et il y a forcément des problèmes qui interviennent, surtout avec quelqu'un qui a un caractère aussi exécrable que le mien. Comme quoi, on peut vraiment se tamponner avec les Coréens du Nord. Ça dépend. Si vous dites ce que vous faites et si vous faites ce que vous dites, vous ne risquez rien, mais ça peut aller loin. Le premier bouquin que j'ai traduit, il se trouve que mon attention a été attirée parce qu'il a été publié en Corée du Sud. Et que mon fils, j'ai un fils coréen, me l'avait trouvé comme ça. Et j'avais bouquiné et je trouvais ce livre tout à fait étonnant. Globalement, c'est l'histoire d'un divorce. Un couple génial. Ils sont très bien tous les deux. Et on est vachement bien dans la littérature coréenne. Ils sont chouettes. C'est des gens bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du Guy Deguian. Il n'y a pas un salopard. Le salopard, on va l'aider. Enfin, on est des êtres humains tous. Sauf les Américains, bien entendu. Et ils vont divorcer parce que c'est un couple d'ouvriers, mais au bout de X années, elle est devenue cantatrice. Elle monte dans l'échelle sociale et lui, il est ouvrier et il ne veut pas abandonner son établi parce que pour développer le pays, il faut que j'invente une nouvelle machine. Donc il a du cambouis, je ne sais pas si c'est du cambouis, il n'est pas là, jusque-là. Et ils s'écartent un peu l'un de l'autre et ils demandent à divorcer. En Corée du Nord, pour divorcer, on va demander au juge, c'est le juge qui décide. Vous ne divorcez pas, le juge vous accorde le divorce. Et ce qui est très 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 intéressant dans ce bouquin, il y a peut-être quelques divorcés parmi vous, statistiquement, oui. Bon. Tout le monde s'en mêle. Je vois qu'il y en a qui connaissent ce que je veux dire. C'est très très difficile de divorcer sans que Tata Germaine ne donne son avis. C'est exactement pareil. Tata Kim s'en mêle. Et le juge lui-même commence à se poser des questions sur son propre couple. Parce que sa femme, elle est en train de faire des recherches sur les plantes, machin truc, là-haut dans la montagne, et lui, il rentre tous les soirs, et c'est lui qui se déplace, la cuisine, la vaisselle, le ménage et tout, et il commence comme un bon vieux macho à râler. Elle m'emmerde, elle n'est pas là, elle ne s'occupe pas de nos affaires. Mais à cause du spectacle que lui donnent les deux couples, il n'arrive pas à juger, parce qu'ils sont vachement bien tous les deux, ils ont tous les deux raison. Elle lui demande de monter un peu dans l'échelle sociale, de sortir de son cambouis, d'aller au cinoche. Et lui dit à elle, mais attends, tu ne choisis pas ta carrière individuelle, il faut sauver le pays. Il y a les Américains, il y a la bombe atomique. Ils ont tous raison. Mais ça ne va plus. Donc il faut bien avancer. Et le juge fait avancer les choses parce que lui comprend que son propre couple foire uniquement à cause de son point de vue. D'ailleurs, à un certain moment, il se rend compte qu'il n'a jamais rien dit à sa femme. Il lui a jamais dit qu'il en avait marre qu'elle ne soit pas là. Et elle lui n'avait jamais dit qu'il ne faisait pas. Il n'y avait aucun problème chez eux. Le problème était l'absence de problème. Et au milieu du bouquin, alors ça c'est là où toute l'histoire commence, l'ouvrier raconte sa propre formation et il a son propre maître. Ça existe beaucoup chez Confucius. Hein. On est ouvrier dans une entreprise, mais on a le gars qui vous a appris, vous savez, la belle ouvrage, le beau travail, les choses bien faites. Tu ne seras pas récompensé, tu n'auras rien, mais tu sais que ton établi, il est bien plus beau et bien plus propre que les autres, parce que c'est moi qui te l'ai appris. Et le vieux, on lui a proposé 100 fois d'aller à Pyongyang, la capitale, monter à la grande ville, Paris. Et il a toujours refusé, et il dit dans le bouquin, j'irai pas, parce qu'à Pyongyang, il n'y a que des salauds et des arrivistes. Ça s'appelle Des Amis, c'est publié chez Actes Sud. Le bouquin a été publié. Au dernier moment, l'association des écrivains, qui n'est pas l'association la plus ouverte au débat, une bande de vieux cons, quoi, en Corée du Nord, bloque le truc et dit, voilà, comment tu traites Pyongyang, c'est nous, on habite tous Pyongyang. Et au dernier moment, Dixit, l'auteur, je vous répète ces mots, hein, Dixit, l'auteur, que je connais bien depuis longtemps maintenant,
le grand leader numéro 2, Kim Jong-il, débarque dans la discussion et dit « Voilà, c'est exactement ça que je veux ». Il critique les choses qui ne vont pas dans notre pays. Si on ne les critique pas, on n'avancera jamais. Et vous avez là une définition de la littérature. Tout ce qui est modifiable dans le cadre du régime peut être critiqué. Vous pouvez dire que c'est une mer de A à Z si, à la dernière page, vous avez la solution politique qui vient du comité central. Et à ce moment-là, Kim Jong-il lui a offert 2 énormes bouteilles de Niol, lui qui ne boit pas, en disant « Voilà, je te les offre ». Devant la tête, vous imaginez, la tête du politburo des écrivains, ça n'allait pas du tout. Et 7 ans après, je suis passé devant la même, ça s'appelle une interrogation sociale, c'est-à-dire le tribunal des écrivains, parce que j'avais traduit le livre et que j'avais écrit une préface qui n'était pas dans le rang, parce que j'avais expliqué que Kim Il-sung, au départ, n'était pas le numéro 1 du parti. Il était devenu, par la suite, en particulier après avoir zigouillé le secrétaire général du parti. Ça n'allait pas du tout, et donc j'ai eu 7 heures d'interrogatoire, et au bout de 7 heures, l'écrivain a dit « Bon, maintenant, ça suffit ». Il a raconté l'histoire. Le dirigeant Kim Jong-il est d'accord avec nous, et il a sorti les 2 bouteilles, et il me les a offertes devant les caciques du parti. La seule différence qu'il y avait entre lui et moi, c'est que je les ai bu. Pour revenir à ce que tu disais précédemment sur les interactions, justement, quand on est humanitaire en Corée du Nord, concrètement, comment ça se passe ? Quelle est la nature des interactions qu'on peut avoir avec la population ? Parce que souvent, on a l'image des interactions qui sont juste impossibles, où tout est forcément contrôlé étroitement par le régime, et où les humanitaires n'auraient pas accès, entre guillemets, à la population. Donc concrètement, de ton point de vue, qui doit être l'une en Europe, qui a passé le plus de temps concrètement sur le terrain, sur des projets concrets, comment ça se passe ? Et au quotidien, comment se passe le travail d'un humanitaire étranger, notamment européen, en Corée du Nord ? Alors maintenant, donc on est sur une idée d'échange technique, de développement. Donc déjà, on ne propose plus que des projets qui sont relativement longs, qui durent au moins 3 ans, avec des objectifs d'amélioration globale de la situation et surtout l'amélioration technique des personnes qui travaillent. Donc, on peut faire ça dans les hôpitaux. Après, on peut le répliquer dans différentes structures. Bon, on travaille quand même globalement, les 4 ONG présentes actuellement, on travaille beaucoup dans le secteur alimentaire. C'est-à-dire qu'on travaille dans des fermes de production. Alors, les fermes en Corée du Nord, c'est entre 2000 et 5000 personnes. Ce sont des fermes collectives à haute production. Bien sûr, il y a des endroits en Corée, parce qu'il y a des montagnes, etc., où il y a des fermes plus petites, mais l'idée globale est comme ça. Et donc, on arrive dans les fermes. Donc, les personnes qui travaillent dans les fermes, les humanitaires qui travaillent dans les fermes, ce sont des ingénieurs agronomes, donc qui ont appris certaines techniques que l'on va essayer de dupliquer avec les ingénieurs ou les fermiers de Corée. Donc, par exemple, depuis quelques années, on parle beaucoup du changement climatique, etc. Il y a eu une grande mode en Corée de mettre, de pulvériser de partout des engrais chimiques, ça faisait moderne, etc. Bon, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de revoir, réinventer la production agricole. On a peu à peu réfléchi et implanté des productions, on va dire, plus écologiques. Et donc, effectivement, les ingénieurs européens et les ingénieurs coréens ou les fermiers coréens, ils parlent la même langue, en fait. Ils parlent la langue technique. Ils vont parler d'une bielle de tracteur, d'une semence
transgénique, d'une semence améliorée, de je ne sais pas quoi. Et donc, il n'y a pas trop de problèmes d'incompréhension. Les difficultés sont de trouver la bonne ferme qui va accepter l'ingérence. C'est pas de l'ingérence du tout, mais la collaboration, la coopération avec des instances étrangères, ça veut dire reconnaître qu'il peut y avoir des zones d'échange de technologies. Mais effectivement, régulièrement, donc sur un projet de 3 ans, on va dire que tous les ans, on fait aussi sortir des fermiers, des producteurs nord-coréens vers l'Europe. Alors, pour Triangle, on les fait sortir essentiellement en France et en Belgique. Et donc, ils passent... par exemple, en Belgique, c'est surtout pour les productions de poissons, les piscicoles. Donc, ils passent 15 jours dans une ferme piscicole belge à travailler avec les producteurs belges. Et en France, c'est surtout sur les productions de chèvres, de lait de chèvre, de transformation du lait de chèvre. Et pareil, ils travaillent comme ça. Donc, c'est quelque chose de relativement simple à ce niveau-là. Maintenant, il y a des choses plus compliquées à d'autres niveaux, c'est-à-dire déjà, il y a toujours quelque part caché au creux de la ferme un commissaire politique qui regarde si on ne dit pas des choses qu'il ne faut pas dire. Et quelquefois, le commissaire politique, il n'y a pas de souci. Il a bien compris que l'essentiel, c'est que la production de la ferme soit de meilleure qualité, de meilleure production. Et somme toute, il y a une entente tacite. Nous, on veut faire notre projet, on pense que c'est bien. Et eux, ils pensent que c'est bien pour le pays, pour le parti, pour la population. Donc, nos motivations probablement ne sont pas les mêmes et nos objectifs sont les mêmes. Donc, ça se fait relativement facilement. Après, comme disait Patrick, il y a toujours, souvent au niveau de Pyongyang, il y a des personnes qui vont nous reprendre sur un point de détail, souvent auquel on n'a pas fait vraiment attention. Si jamais on critique les tracteurs nord-coréens, mais les tracteurs nord-coréens, on ne peut même plus les critiquer, quoi. C'est des tracteurs de cartoon qui font de la fumée, etc. Mais quelquefois, on en rigole un peu et certaines personnes un peu susceptibles vont mal le prendre. Ça s'arrange. Donc là, je vous ai dit dans les fermes, on a travaillé beaucoup dans les hôpitaux. Voilà, c'est pareil, un médecin ou un chirurgien, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup venir des chirurgiens français et suisses pour travailler avec les chirurgiens coréens pour implanter des nouvelles techniques chirurgicales et que ce soit les chirurgiens nord-coréens ou les chirurgiens suisses ou français, finalement, ils n'en ont rien à faire de toutes ces histoires. Ils font leur boulot et puis c'est tout. Et peut-être pour passer de certains projets à d'autres, tu as passé beaucoup de temps aussi à l'université Kim Il-sung, qui est la principale université, la plus grande université. J'y suis toujours. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça se passe, l'université en Corée du Nord? Encore une fois, on a souvent l'impression que voilà, rien n'est possible. Ouais. C'est quoi la réalité de l'université Une partie seulement, d'accord? Oui, une partie. Non, je rebondis sur ce qu'a dit Véronique. Dans quantité de cas, quelle que soit notre activité en Corée du Nord, tout comme elle l'a été en Corée du Sud, tu garantis que Corée du Sud, en 65, c'était pas piece of cake. On bosse avec des gens comme nous. C'est Shylock, ils ont 2 bras, 2 mains, 2 pieds. On fait le même boulot. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte comme tartouille et comme panouille? On fait le même boulot. Pas me raconter n'importe quoi. Pas me raconter que les étudiants ont 5 cerveaux parce qu'ils sont nord-coréens. C'est un peu ce qu'on raconte au début. On fait le même boulot. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, on cherche des solutions. Et on peut dire, nous, on a un peu fait comme ça.
sans faire du colonialisme ou du francocentrisme. Il dit, voilà, on a fait des expériences pédagogiques, il y a des classes qui ont fait ça, j'ai vu faire ça, y compris même, je l'ai fait en Corée du Sud. J'ai écrit des bouquins de français langue étrangère pour coréens en Corée du Sud, qu'ils ont photocopiés et diffusés en Corée du Nord. C'est rigoureusement illégal. Bon, mais ça a été fait et c'est utile. On n'est pas allé se vanter auprès du président, puisque le président de l'université Kim Il-sung, c'est Kim. Donc, mais pour le reste, on fait des tas de choses. Vous savez, en Corée du Nord aussi, on s'est fermé une fenêtre et une porte. On sait glisser des choses dans son sac et ne les sortir que devant des copains. Comment dire, y a beaucoup de têtes jeunes dans cette salle qui savent parfaitement ce que sont les mangas, manhwa, la K-pop et toute la série qui suit. Ben, les jeunes nord-coréens savent très bien aussi ce que c'est. Chaque fois que je reprends un cours, ce que je ne fais pas tout le temps, mais je prends un cours, la question de mes étudiants quand nous sommes seuls, c'est de demander ce qui s'est passé après l'épisode 17 de tel truc. Qu'en général, je n'ai évidemment pas vu, mais j'invente. Parce que ça fait plaisir. D'abord, c'est gentil de faire plaisir. Et de toute façon, un bon manhwa, un bon manga, de toute façon, on devine toujours la suite. Avis personnel. Pardon. Non, on fait beaucoup de choses comme ça, mais en même temps, ils ont des connaissances qui sont dingues. Je sais, ce cours où j'ai rigolé, parce que tout s'est passé le même jour. D'abord, je parlais du XVIIe siècle. On faisait beaucoup de choses sur Molière. J'ai fait un cours sur Molière. C'était mon deuxième cours. J'avais fait un cours sur Molière. Je préparais à faire la suite. Quand le directeur est venu me voir en me disant non, il faut faire le deuxième cours. Je dis, ça y est, j'ai tout fait. Ils n'ont pas lu les textes, je n'ai pas tout fait. Il dit non, tu as fait Molière, le progressiste, le soutien de l'État. Maintenant, il faut faire le Molière négatif, féodal. Il fallait que je fasse le cours Molière mauvais. J'ai un petit peu pataugé. Et puis, je leur ai parlé de la Compagnie du Saint-Sacrement, des crucifix qui étaient accrochés partout. Et je fais un grand geste du crucifix qui était dans toutes les salles, y compris dans les tribunaux, et qui était au-dessus de tout le monde. Et là, je sens un frémissement dans la salle. Il y avait les deux Kim. Je parlais de ce qu'il fallait balancer, qui empêchait tout le monde de respirer, bien entendu. Et ils ont mis 3-4 secondes à réagir et à éclater de rire. Ça ne les dérangeait pas du tout. Et c'est dans le même cours, je ne sais plus pourquoi, j'avais parlé de Wagner. Peut-être parce qu'une journée sans Wagner est une journée qui est mal vue. Et donc, je parle de Richard Wagner, le nom étant placé devant pour les Coréens. Et là, c'était génial. Ils adoraient Wagner, ce que je trouvais un petit peu curieux, jusqu'à ce que je comprenne, par le chef de classe qui parlait mieux français que nous, que le Richard en question, c'était Richard Klederman. J'ignorais totalement qui c'était. Il a fallu qu'il me sorte les enregistrements pour que je comprenne de quoi il s'agissait. J'ai beaucoup bu ce soir-là. Dans l'université, d'abord, c'est le prof invité. C'est-à-dire qu'il vous demande de faire ce qui est plus facile à faire pour vous que pour eux. Donc, toutes les cours avec prononciation, diction, etc. au départ, c'est quand même vachement plus simple. Ensuite, parce que c'est mon boulot, parce que j'ai fait de la traduction, ce que je fais, etc., ils m'ont demandé de m'occuper des cours de traduction. Et puis ça s'est développé au point où je me suis occupé des cours de traduction pour tout le monde. C'est-à-dire anglais, allemand, chinois, japonais, français, coréen et inversement. Quand vous ferez la théorie de la traduction, vous verrez que c'est parfaitement faisable. Et c'est bien que je me suis fini par faire... Ils m'ont filé des amphithéâtres. Et je leur ai expliqué à chaque jour, mais attendez, c'est un cours de langue. C'est pas un cours de monologue, c'est un cours de langue. Mais non, ils étaient contents, ça allait très bien. Et puis je pense que ça les soulageait de très, 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 très nombreux cours, parce que je n'ai jamais compris, et je n'ai toujours pas compris ce qu'était un horaire de prof à l'université. Et je ne connais toujours pas les grades. Mon principal adjoint, on travaille tout le temps, on fait tous les papiers ensemble, il est doctorant, il est en train d'écrire son doctorat. Ça veut donc dire qu'il est quelque chose comme maître de conférence. Mais il n'est pas vraiment titulaire. Il n'a jamais réussi à m'expliquer. Je ne sais pas s'il a beaucoup essayé de m'expliquer. Quant à ceux qui sont professeurs, alors il y a un titre extrêmement spécial en Corée du Nord qui est Kyosu Sensei, c'est-à-dire Monsieur le professeur docteur.
un truc Nîmes. Excellence, monsieur le professeur docteur. Je ne les ai jamais vus faire un cours. Jamais faire un cours. Mais ils dirigent tout. Inversement, ça, quand vous faites ce qu'ils vous demandent, parce que c'est marrant, c'est rigolo, c'est l'autre bout du monde, les étudiants travaillent, vous leur dites de faire un truc, ils le font tous. Le vieux prof en moi ne pouvait pas la rater, celle-là. 40 ans, je l'ai là, 40. La façon de travailler avec les étudiants est une façon qui est à la fois totalement autoritaire. Je vous dis de faire ça, vous ne mouvetez pas. Et bien en même temps horizontale, c'est-à-dire que quand on décide de discuter ensemble d'un truc, alors là, tout le monde peut s'en mêler et on suit l'opinion des étudiants. Moi, j'ai gagné plusieurs fois dans les réunions. Et pas parce que j'étais étranger. Au contraire, c'était facile de me mettre de côté. On fait des réunions où il y a des débats. Alors, on ne remet pas en cause la politique du parti. Encore que, si ça vient de décisions locales ou de l'université, on peut taper dessus assez allègrement avec des arguments pour montrer que c'est bien fait. Là, j'ai remarqué quand même que c'était très travaillé. C'est-à-dire que quand quelqu'un intervient pour dire le fond de l'air est frais, ça va pas, faut pas faire ça, il a quand même préparé le truc 15 jours avant, il en a parlé à tout le monde et il a organisé sa bronca de façon à ce que les choses se mettent en place. Mais mettre en cause des dirigeants au-dessus, alors, très simple, c'est mon analyse, mais c'est très long. La société nord-coréenne n'est pas une société pyramidale avec le grand Kim en haut et puis les autres tous en bas. C'est pas que ça fonctionne pas comme ça. C'est une série de pyramides qui sont juxtaposées et qui n'ont quasiment aucun lien les unes avec les autres. Le ministre du logement n'a rien à dire et rien à faire dans le ministère des Transports. Il n'est rien, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut même pas appeler Léon, Zézette ou Tata Germaine pour dire « Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ?» Il n'a pas le téléphone. Tu te souviens des fameux les 06 ? Personne n'a les mêmes téléphones. Il y a les téléphones auxquels on a accès et les autres auxquels on n'a pas accès. Quand j'allais vous voir au compound, je pouvais prendre un moyen de transport à l'aller, je ne pouvais pas le rappeler au retour. Parce que ça ne marchait pas comme ça. Ou bien je rentrais à pied, ou bien on téléphonait, etc. On ne peut pas téléphoner à qui on veut, on ne peut pas s'arranger avec qui on veut. La société est cloisonnée. Et quelqu'un qui est le roi de Prusse, si j'ose dire, dans son domaine, il n'est rien du tout à côté. Et donc vous pouvez reprendre. Et si vous ajoutez à ça les réformes de Kim III, dont vous avez sans doute entendu parler au début, c'est des fameuses histoires qu'il a eues avec son oncle, lequel oncle a été, d'après la presse américaine, donné à manger aux chiens. Bon, si vous voulez. Ah, j'ai oublié de préciser, je suis cynophage. Ça ne veut pas dire que je mange des Chinois, hein. Ça veut dire que je mange des chiens. Éventuellement des chiens chinois, y compris en Corée du Nord. Ce système fait que quand Kim Jong-un est arrivé au pouvoir, il a zigouillé son oncle qui était le plus visible de tous, pas du tout parce qu'il a tiré dans le tas, mais pour dire aux autres, voyez, si je veux, ok, vous avez compris le message ? Vous m'aimez bien, hein ? Vous allez beaucoup m'applaudir à la fin, on est d'accord. Bon. Et on a profité pour réformer le pays sur deux choses. Après, ça a dégénéré, on verra tout à l'heure. La première, c'est qu'il a entamé une baisse du culte de la personnalité de papa et grand-papa. Il y a énormément de tableaux publics qui ont disparu. Eux, on ne les avait jamais entendus. Personne n'a jamais entendu la voix de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Pour la démocratie, c'est un petit problème quand même. Lui, il passe à la télé, il passe en image mobile et on l'entend. Mais on a commencé à enlever les choses. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a eu l'intelligence, ça a l'air d'être de l'intelligence, de ne pas s'en prendre aux bureaucrates les plus racornis, les plus pourris, les plus nuls qui soient. Et un bureaucrate nord-coréen septuagénaire qui a encore 40, 45 ans de carrière devant lui, je peux vous dire que c'est vraiment un vrai vieux crouton. Il n'y a rien à en tirer. Il les a tous laissés en place. Au ministère de l'Agriculture, auquel tu avais affaire, ils étaient 35 000 au siège.
35 000 pour gérer une famine, pas mal, pas beaucoup de boulot. 35 000. Il n'y a pas touché. De toute façon, ils étaient immobiles. Et il a créé à côté l'Office des eaux et forêts. L'Office des eaux et forêts. 175 personnes qui ont géré toute la réforme de l'agriculture. Avec plus ou moins de succès, parce que bon, il y a les Américains, il y a la guerre et tout et tout. J'ai répondu à ta question, sûrement pas, non? Si, ouais. Très bien. L'idée maintenant, c'est peut-être de commencer à prendre certaines questions qui vont orienter aussi les discussions vers des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Est-ce qu'il y aurait des premières questions? Très peu parlé des questions internationales. Ça peut être un des sujets, des questions sur la vie quotidienne aussi potentiellement à Pyongyang ou en dehors de Pyongyang, parce qu'une des spécificités aussi des humanitaires, c'est d'avoir accès assez facilement aux villes moyennes, voire même à la campagne. Ce qui est plus difficile pour les autres. Et ça, c'est un point de vue qui est unique. Moi, par exemple, les rares accès que j'ai à la campagne, c'est en y passant en voiture pour aller à la villa diplomatique de Koh Pang-san, qui est là où ils accueillent les dirigeants et invités étrangers. On voit des choses, on voudrait beaucoup s'arrêter. Évidemment, quand je dis de façon, avec un grand sourire, ce serait intéressant de s'arrêter, on me regarde avec un grand sourire en disant on est bientôt arrivé. Donc, si on peut prendre quelques questions pour commencer. Oui. Alors, vous avez répondu à ma première question. J'ai visité Berlin en 1960 avec une voiture de police devant et une voiture de police derrière. Et quand on descendait pour visiter, je parle de Berlin-Est, hein, les cimetières russes, on était encadré par des militaires russes. Donc, vous avez répondu à ma première question. La deuxième question, Madame nous a parlé de tracteurs crachotants. Et on nous dit que, enfin c'est plus ou moins vérifié, enfin confirmé par les Américains, qu'ils ont des fusées transcontinentales. Donc comment la société est-elle organisée pour avoir deux filières aussi écartées l'une de l'autre? Ça ne me paraît pas très homogène. Dans un régime politique et un système économique, tout dépend de là où vous mettez vos priorités. C'est une question d'allocation des ressources. Si vous considérez que développer une capacité intercontinentale, c'est la priorité des priorités, pour des raisons multiples, alors vous pouvez y arriver. Pour faire très simple, développer une arme nucléaire et développer un missile à portée intercontinentale, c'est pas que tout le monde peut le faire, c'est que c'est pas si difficile que ça. Avec la technologie des années 40 et 50, plusieurs pays, les États-Unis en premier, les Soviétiques, les Britanniques, les Français, les Chinois, ils sont parvenus. Et puis d'autres pays depuis. Donc, développer une arme nucléaire, c'est techniquement, non pas facile, mais de nombreux pays dans le monde aujourd'hui pourraient le faire. Ils ne le font pas parce qu'ils ont rejoint ce qu'on appelle le traité de non-prolifération, ils se sont engagés à ne pas en développer, etc. Donc, développer, ce n'est pas techniquement impossible. Après, ce que vous notez, c'est la dichotomie entre des choses de la vie quotidienne qui fonctionnent parfois mal et la capacité à maîtriser ces technologies. Donc, encore une fois, c'est un choix politique. Les questions purement nucléaires, en Corée du Nord, s'expliquent par une sorte de double dimension. Il y a une dimension dont on parle souvent, la dimension purement de dissuasion, la dimension nucléaire, militaire, c'est-à-dire essayer de rétablir une forme d'équilibre avec le Sud, puisqu'il y a une asymétrie conventionnelle considérable, et aussi par rapport aux États-Unis. Donc, développer une capacité intercontinentale, avec évidemment des armes nucléaires, parce qu'une capacité intercontinentale sans armes nucléaires n'aurait aucun intérêt, permet de rétablir une forme d'équilibre et surtout une forme de dissuasion vis-à-vis des États-Unis. Mais il y a aussi une dimension politique. Les armes nucléaires en Corée du Nord, et c'est très spécifique, ce n'est pas le cas en Chine, ce n'est pas le cas en Russie, ce n'est pas le cas en France, par exemple, ont été constitutionnalisées. Depuis 2012, dans la Constitution, il est marqué que la Corée du Nord a des armes nucléaires. C'est le cas dans aucun autre pays. Vous avez eu une petite réforme, puisqu'il y avait une nouvelle loi sur les armes qui a été annoncée le 8 septembre dernier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui fait que la Corée du Nord est un État un peu particulier où, en quelque sorte, les armes nucléaires elles font partie de l'identité même du régime. Parce que c'est aussi un moyen de légitimer le régime.
de montrer que quand ils mettent les moyens et que c'est une priorité, ils peuvent y arriver, que c'est un moyen de sanctuariser le pays, que Kim Jong-un lui-même est légitime parce qu'il a aussi permis d'arriver à cette dissuasion. Et donc la dimension aussi politique, purement politique et même identitaire des armes, elle est importante et elle explique l'énorme effort qui a été consenti au développement. Deux points très brefs là-dessus, moi, je ne sais pas comment ça marche, les bombes atomiques. J'allume l'électricité, c'est tout ce que je fais. Mais qu'est-ce que ça veut dire socialement? Votre question portait aussi sur la façon dont une société arrive à produire des trucs à peu près sophistiqués. Ils ne doivent pas l'être tellement, en tout cas ça fait boum. Intercontinental, a priori non, mais en tout cas ils ont des bombes, ça peut rentrer dans un coffre de voiture. Séoul, c'est 60 km de l'autre côté. Ça fait 4 fois, 5 fois que la Corée du Nord s'écroule complètement et qu'elle se remonte. Elle a été rasée complètement, napalmisée complètement, et elle s'est développée beaucoup plus vite que le Sud. Jusqu'en 1975, la Corée du Nord était plus riche. Donc, il y a des choses qui sont faisables. Et puis, pendant la famine, il y a cette question s'est posée. Quelle est la chose la plus importante dans notre régime? C'est notre indépendance nationale, donc l'armée, donc les armes. Si on se laisse gagner par cette famine épouvantable, si on fait en sorte que au moins 30% de perte de richesse nationale, là on parle de 2-3% pour ce qui vous est arrivé, 30% sont répartis également sur l'ensemble du pays, ça a l'air bien, ça a l'air juste, ça a l'air communiste. Oui, mais que vous enlevez 30% à l'armée, c'est quoi votre crédibilité vis-à-vis des autres? Vous ne pouvez pas réduire les moyens de l'armée. Donc, eh bien, vous continuez à donner 100% de ce qu'il faut à 70% du pays, et les 30 autres pourcents qui restent, la côte Est principalement, ben écoutez, désolé les gars, mais vous nous rappelez, dans 5-6 ans, quand ça ira mieux, et pendant au moins 5 ans, pendant au moins 95-2000, mais plus long, l'État, le parti, les structures, les organisations, les entreprises ont disparu sur cette partie du pays. Mais l'autre partie continuait à développer du nucléaire et de façon suffisante pour faire peur aux autres. Je vous rappelle que le mot-clé du nucléaire, c'est la dissuasion. C'est-à-dire justement de ne pas savoir s'ils ont des missiles intercontinentaux, mais de préférence le faire croire, surtout quand on n'en a pas, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Un dernier point, j'y tiens, parce que quand même. C'est pas directement l'aspect politique, c'est pourquoi un peuple, depuis alors, une quarantaine d'années, depuis que ça se discute, l'indépendance depuis le début, une bonne quarantaine d'années, pourquoi un peuple arrive à se dépouiller autant pour avoir une arme nucléaire dont il ne sait rien de plus que moi. Je veux dire, on est à peu près pareil. Ça fait boum et ça fait peur aux autres. Et surtout, les autres en ont. Rappelez-vous que la Corée du Nord a commencé à se créer en 1945, pas officiellement, mais techniquement. Et 1945, c'est l'année des 2 bombes, et des 2 seules bombes atomiques américaines. Et c'est juste à côté, c'est au fond de la cour à droite. Les rayonnements sont venus en Corée. On ne le savait pas à l'époque, mais les rayonnements sont venus en Corée. C'est une réalité concrète. Ce n'est pas un chapitre dans un journal. Et pendant la guerre de Corée, c'est-à-dire 5 ans après, 5 ans, c'est rien. Tous les Coréens ont entendu sur les radios générales américaines qu'ils captaient dans les sous-sols. Tous les Coréens ont entendu l'annonce par l'armée américaine du largage de bombes atomiques. Imaginez-vous une seconde chez vous, pendant la guerre, avec votre lardon ou votre lardonne sur les genoux, en vous disant dans 15 secondes, on est vitrifié. Il ne restera plus rien. Vous avez 15 secondes pour vivre. Et les Américains, Dixit Bruce Cummings, le grand coronologue américain, ont fait ça 7 jours de suite. En faisant croire qu'il y avait des bombardements. Il n'y a pas eu de bombardement. C'était des fausses bombes, bien sûr. Mais les fausses bombes, on le sait qu'après. 7 jours de suite. 5 ans avant, ils en ont fait péter 2 au Japon.
Et là, ils sont en pleine guerre. Ils sont napalmisés. Il n'y a plus, à Pyongyang, il n'y a plus une seule maison debout. Si, une japonaise. Il n'y a plus rien. Tout a été rasé. On ne plaisante pas. C'est une vraie guerre. Et le ciel appartient aux Américains. Les MiG russes ont été balancés depuis longtemps. Et on vous balance sur la tête des bombes. Vous êtes dans un petit coin comme les Ukrainiens dans leur cas aujourd'hui. Et ça va vous péter dessus avec vos gosses sur les genoux. À mon avis, ça doit taper un peu sur le système. Et à mon avis, quand on vous dit après, il y a un moyen, on a trouvé un moyen, ça les emmerde. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, c'est que si on a une bombe et une seule, ça fiche tout leur système en l'air. Ça coûte une bombe, voilà. Ça coûte cher. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne leur a pas non plus demandé de voter. Mais honnêtement, pour en avoir discuté à peu près 2 millions de fois avec des Coréens qui m'en parlaient sans que j'ai, moi, mis la discussion là-dessus, vu mon incompétence. En général, ils préfèrent parler de la politique européenne. La dernière fois, on a parlé de Ségolène Royal. Vous voyez, il arrive peut-être pas la peine d'aller en Corée du Nord. Cette question se pose et cette unanimité autour du fait qu'il y a un moyen que nous continuons à être maîtres de nous. Enfin, c'est le Juche, c'est tout ça. C'est la bombe. Vous connaissez le prix. On l'a payé. Sachant qu'après, ça peut s'expliquer, c'est la faute des Américains, qui ne sont pas des anges dans l'histoire. Voilà, donc imaginez ça, essayez de comprendre un petit peu ce que ça veut dire, essayez de comprendre, je suis à demi-prix, parce que j'ai quand même un fils à Séoul, je veux dire, mon fils n'est jamais venu en Corée du Nord avec moi, il a le droit. J'ai l'autorisation et tout, il a le droit de venir, il n'est jamais venu, il a 25 ans, il a peur. Il a toujours entendu tellement de couillonnades sur le Nord. Et Dieu sait s'il y a des trucs vrais à dire qui ne vont pas. La famine, ce n'est pas une invention de nous. C'était épouvantable. Le pays s'est ruiné. Ils sont tous passés en Chine en dépiotant les usines, en enlevant tous les tuyaux partout, tout ce qu'il y avait, pour vendre des choses, pour faire du troc et revenir avec un baluchon, avec quelques fruits. Ils savent ce que ça coûte, ils savent ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler, par aucune source, et à commencer par la CIA, de révoltes qui auraient été des révoltes de la famine, au sens où ce que nous, on appelle comme ça. Voilà, donc après, vous n'êtes pas nord-coréen, moi non plus, enfin à Douboitier, mais je me mets cette idée en tête à chaque fois que la question se pose en me disant, ouais, bon, peut-être qu'on ne peut pas faire le malin sur le sujet et arrêter de leur dire il faudrait avoir une bombe. Dernière phrase, ma solution à moi, c'est que Séoul ait une bombe et que Pyongyang ait une bombe. Ce qui supprimerait toute raison d'être aux Américains sur place. Qui aurait des conséquences pour nous, du point de vue officiel, considérables. Je vais juste rajouter très très rapidement, puisque effectivement nous on va beaucoup en province et dans les villages. Vraiment, effectivement, on n'entend jamais un Coréen remettre en cause ce choix entre la bombe et son tracteur. Et les tracteurs, bon, ils sont très très vieux, ils font du bruit, ils crachent, mais ça fait rigoler tout le monde, à commencer par les fermiers. Voilà. Et parce que les Coréens aussi, je pense, contrairement à ce qu'on peut imaginer, sont des personnes très très drôles. Alors, c'est un peu des ivrognes, parce que le sport national, quand même, là-bas, c'est de boire de l'alcool assez fort. Et effectivement, quand on boit de l'alcool, les langues se délient. Ça veut dire que, d'une certaine façon, les personnes n'ont pas si peur de ça, de leurs voisins, de leurs collègues. Et bon, c'est clair que c'est compliqué de travailler en Corée du Nord et de ne pas se prendre des bonnes cuites quelquefois avec eux. Et effectivement, quand ça arrive dans les fermes, oui, ils rigolent, entre autres. Je ne veux pas vous raconter les blagues nord-coréennes, je pense que ce n'est pas correct. Mais ils rigolent de leur tracteur, oui. On boit autant, largement pour les mêmes raisons, au Sud. Oui. C'est l'outil de travail national en Corée du Sud, c'est l'agnole. Mais qui a rapport avec Confucius, c'est-à-dire que c'est tellement vertical qu'on ne peut jamais adresser un mot à son patron.
Le patron parle et puis c'est tout. Donc si on veut faire passer un message au patron, on va boire le soir avec des demi-patrons intermédiaires. On leur explique et ils vont passer le message en allant boire à leur tour de l'autre côté. Donc 4 soirs par semaine, on fait Ilcha, Samcha, c'est-à-dire premier bistrot, deuxième bistrot, troisième bistrot. Quand on a des réunions de groupe ou de bureau, mais en Corée du Nord, c'est exactement pareil. On part, on est 15 profs. Premier bistrot, tout le monde est là. Deuxième bistrot, les 2 plus vieux et les 2 plus jeunes partent. Donc, il ne faut pas donner son âge si on veut rester. Deuxième bistrot, on en enlève et on finit avec le noyau qui est là pour régler un véritable problème. Et si on passe au 4e, 5e coup à boire, c'est que là, il y a un vrai problème à régler. Je n'ai pas besoin, je pense, dans le pays des mots, de vous dire à quel point ça peut être difficile de raisonner clairement et de ne pas faire de gaffe quand on en est au 5e bistrot. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc je me méfie quand on m'invite, c'est que je sais qu'ils veulent me faire dire une connerie. Mais entre eux, ça fonctionne comme ça. Inversement, c'est un truchement, c'est un outil excuse. Tout ce qui va se passer pendant les soirées de biture n'est pas arrivé. Sauf le message que vous avez envoyé. Et vous reviendrez. Alors, si ça marche, vous percevez que les choses ont été réglées. Si ça ne marche pas, on recommence dans l'autre sens. L'information redescend. C'est mauvais pour le porte-monnaie, dernière vanne, mais ça a été créé en Corée du Nord. Quand j'étais jeune prof en Corée du Sud, j'ai été assez surpris de recevoir 2 feuilles de salaire. Mon salaire, qui allait directement à mon épouse, qui n'avait pas de compte en banque, qui était très surprise. Enfin, on envoyait directement à l'épouse, parce que c'est elle qui gère l'argent en Corée. Et il y avait une 2e feuille de salaire secrète, planquée, que l'épouse ne voit jamais, elle n'en entend jamais parler, et qui est l'argent pour l'habiture, de façon à ce que ça ne se voit pas. Et donc, quand le gars va dehors, et ça se passe en général dans des lieux où il y a un certain nombre de serveuses accueillantes, parlant bien coréen, et souffrant en général beaucoup de la chaleur, donc ayant besoin... Il fait chaud dans ces salles-là, vous savez. Non, mais je vous assure. Vous ne comprendrez pas à quel point ça peut être difficile. Et ça est inventé maintenant en Corée du Nord. On fait des soirées comme ça, et en général, dans le truc qui est à la mode aujourd'hui, qui est les brasseries, les beer halls, qui sont souvent créés par des Coréens chinois, parce qu'ils ont l'argent pour investir, et ce sont des brasseries à l'ancienne, c'est-à-dire ils font la bière dans la salle elle-même. Et ça se répand comme vous voulez. Heureusement, en Corée du Sud, ces pratiques sont en train d'évoluer, non pas de boire forcément moins, mais au moins dans les rapports femmes-hommes ou enfants, après des années où c'était ultra conservatrice et ultra rétrograde sur ces questions-là, est en train de changer. Ça veut aussi dire qu'il y a un truc à discuter. Quand tu as une verticalité absolue avec ton patron qui décide de tout, tu vas boire tout seul ou avec tes copains, mais tu n'as pas de raison d'installer le système. En revanche, à partir du moment, ça c'est le fameux 7e congrès qui a eu lieu il y a 4 ans, 5 ans, qui n'a pas eu lieu depuis 30 ans, où on a donné l'autonomie à toutes les unités de travail partout. C'était génial. Il y avait une ambiance. C'était le 22e congrès. C'était vraiment extraordinaire. On a participé à des réunions où on sortait tout ce qu'on voulait, sans se dire ça va nous retomber sur le dos derrière. Malheureusement, il y a eu le 8e congrès juste derrière, qui a tout flanqué par terre, avec la phrase que je te citais tout à l'heure, où Kim Jong-un qui a dit qu'enfin, on avait rétabli le socialisme. Il montre que pour eux, ils avaient été un petit peu loin. N'empêche que quand il y avait autonomie, il y avait une émulation au boulot qui était absolument extraordinaire. Le Covid est tombé là-dessus. C'est sûr que ce n'était pas vraiment le bon moment. Mais quand des Coréens se lancent ensemble en disant on peut prendre des décisions tout de suite, tout seul, ils bossent autant qu'au Sud. C'est des fous. 65 niveau du Mali. Là, ils sont entrés dans le G8 bientôt. Les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens. Peut-être d'autres questions ? Ouais. Oui, bonjour. J'aimerais aborder, moi, le thème de la psyché collective. Alors, est-ce que
la caricature qu'on peut avoir, enfin la vision qu'on peut avoir de la société nord-coréenne. Est-ce que c'est toujours une société qui défie militairement, dont on a des millions de personnes qui pleurent au moment de l'enterrement du grand chef? Ou bien est-ce qu'on commence quand même avec, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'influence de l'Occident, notamment par la Corée du Sud ou bien par le Japon par exemple? Est-ce qu'on commence à avoir quelques velléités de critiques, voire de contestations qui pourraient, alors vraiment à tout petit niveau, commencer à critiquer un peu le pouvoir et qui pourrait constituer peut-être à moyen ou à long terme l'effondrement total du pouvoir, d'autant plus que le pouvoir d'un point de vue économique, est quand même extrêmement fragile. Patrick, peut-être? Non. Question suivante. Ça fait 60 ans que je lis des bouquins qui annoncent l'effondrement le machin, je ne sais plus comment il s'appelait, du genou, là, américain, qui est derrière le rapport de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord. Tous les 10 ans, il écrit un livre qui s'appelle « La Corée du Nord va s'effondrer ». C'est lui qui a fait le rapport sur la Corée du Nord. Ce qui vous montre un petit peu le sérieux. Quant à d'avoir des Nord-Coréens qui pleurent parce que le grand leader passe, c'est forcément forcé. C'est forcément des gens qui sont punis et tout. Et d'ailleurs, par contre, la reine d'Angleterre, tout ça était vrai, honnête. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un peuple de pleurer par millions devant une vieille. Ils ont le droit aussi de croire à leur leader dans notre chair. Il leur a donné l'indépendance. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, c'est peut-être ce qu'on leur met dans la tête. Peu importe, mais ils ont le droit d'être d'accord. Moi, un peuple entier qui, pendant 75 ans, ne croit à rien de son régime, je ne crois pas. Un peuple entier qui n'a pas besoin de flics. Je dirais, il y a la version Bourdieu, c'est parce qu'il a le flic dans la tête. Il est auto-fliqué. Mais ça, je ne le crois pas du tout. Je ne pense pas non plus du tout à l'occidentalisation. C'est nous qui devons faire attention à ce que nous disons là-bas. Par contre, on peut s'ouvrir, s'émanciper sans aller vers l'Occident. On peut aller vers la Chine. On peut aussi aller, coup de billard à 25 bandes, vers la Russie. Les deux pays qui se sont joints aux sanctions de l'ONU et qui maintenant se disent un copain de plus dans le coin, c'est pas mal non plus. Et c'est pas énorme ce que demande la Corée du Nord. Il y a quelques années, au moment du 7e congrès, Poutine avait effacé toutes les dettes de Corée du Nord d'un seul coup. Ça aide un pays à se lancer, ça aide à fabriquer des bombes. Je ne crois pas du tout que les problèmes des Nord-Coréens sont là. Kim Jong-un, lui, il a une politique. Alors, est-ce que lui, il connaît les problèmes et répond à ces problèmes? L'avenir le dira. Mais sa réponse au problème, c'était « je veux des magasins pleins ». En 2010 encore, les magasins pleins, c'était dans les journaux. Maintenant, il y a des supermarchés, des trucs ultra modernes, même des magasins de luxe. J'ai vu une montre à 120 000 euros. Hein. Je ne l'ai pas vu porter. Et j'ai piqué des crises, j'ai piqué une crise. Mais ça, c'est autre chose. Non, il y a quantité de choses. Comment dire? C'est ça aussi, c'est Bourdieu qui le dit. Il ne veut pas employer le mot de totalitaire. Pour lui, il ne peut pas exister une société qui fasse un seul bloc. Il y a forcément des trous, des ruptures, des fissures partout. Et puis, il y a aussi des fissures, je ne sais pas dire, organisées, planifiées, pensées, préparées. Il y a quantité de choses qu'un jeune Coréen aujourd'hui peut envisager obtenir. L'avenir, c'est pas le tracteur. Les tracteurs qui marchent au bois, c'est effectivement totalement désopilant. Vous pouvez imaginer le truc. Si vous travaillez, il y a un système de recrutement et de repérage des talents des mômes dans ce pays qui est inouï. Ils n'ont pas le quart du premier copec pour les emmener en ville en voiture. Mais ça n'arrête pas de passer en ville pour savoir ceux qui savent lire, ceux qui savent compter, ceux qui savent peindre, ceux qui savent chanter. Il y a un ratissage absolument ahurissant. Moi, ça, c'est un truc que j'admire beaucoup en Corée du Nord. On ajoute à ça une capacité de travail absolument démentielle. C'est là où j'ai appris à travailler. Un jour, on travaille que 16 heures, il est raté, il est loupé, et on s'en départ jamais.
Et en vous additionnez ces différents éléments, ça donne la certitude à tous les lardons. Petite parenthèse, c'est pas ce que j'admire le plus, mais à l'école maternelle, il y a un examen. Pour rentrer à l'école maternelle numéro 1, à Pyongyang, il y a un examen. Ils ont 1 an et demi et ils sont programmés pour rentrer à l'université à Kim Il-sung 18 ans après. Et en général, ils y entrent. Alors vous prenez ça du côté où vous voulez, sur une grande capacité à motiver tout le monde, ou un enfer absolu. En tout cas, c'est leur système. Et ceux qui sont dedans sont persuadés que tu bosses, tu avances, tu fais tes devoirs, tu monteras. Et top du top, tu pourras habiter Pyongyang dans un gratte-ciel, dans des appartements. J'ai montré une seule fois mon misérable 2 pièces de prof d'université parisien à mes copains coréens. J'ai pu jamais remonter. Le pauvre, c'était moi. Ce qui est exact quand on voit le niveau actuel des pensions, fin de la parenthèse. Et ils habitent des 5 pièces, des trucs énormes dans des tours. Donc tout ce genre de choses peut pousser et puis permettre d'aller à l'étranger. Juste dernière phrase, mon meilleur étudiant, un génie absolu, un type fantastique à l'université qui faisait tout, qui était élu à tout, a terminé premier interdépartement de l'année. C'est lui, c'était le meilleur, le numéro 1, devant la physique nucléaire, devant le fixe chaussette, devant la bière, des numéros. Le métier qu'il a choisi, c'est d'entrer dans l'agence de tourisme. Ah, je suis tombé sur le bas de mon individu, un truc comme ça. Il dit non. Je rencontre 10 étrangers par jour. Et j'ai l'autorisation de tous les Pyongyangais. Si vous rencontrez un étranger et que vous pouvez monter un truc avec lui, allez-y, vous avez le droit. À Pyongyang. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, une différence fondamentale entre Pyongyang et le reste. Il y a quand même, en termes de niveau de développement, en termes d'opportunités, avec une différence fondamentale entre Pyongyang et le reste. Oui, non, en fait, la vie en province a beaucoup changé. Bien sûr, est beaucoup plus dure, ascétique, on va dire. Mais par exemple, déjà, je reviens sur les gens qui pleurent. Les Coréens, ils sont beaucoup sur l'affection. Et puis, je te mets vraiment au défi d'être parmi 150 personnes qui pleurent et d'arriver à retenir tes larmes. Même si... voilà. Donc, il y a une émulation, mais franchement, je pense vraiment que les larmes sont sincères, mais quelquefois provoquées par une hyper-sentimentalisme, quelque chose comme ça. Maintenant... c'est pas des schtroumpfs ou des clones ou je ne sais pas quoi. Et quand on va en province, c'est pas la même chose qu'à Pyongyang, ça c'est sûr. Mais par exemple, il y a quelques années, mais il y a 5-6 ans, est arrivée la mode, entre guillemets, la possibilité d'acheter des panneaux solaires. Et effectivement, ça n'a jamais été distribué par l'État. C'est vraiment, d'abord, c'est les Coréens chinois, les 3e Coréens, justement, qui ont commencé, les Chinois utilisent beaucoup de panneaux solaires, qui ont commencé à exporter des panneaux solaires. Et puis, petit à petit, ça a fait florès partout en province, et surtout les provinciaux, parce qu'effectivement, il manque d'électricité, et puis l'hiver, il fait froid, et puis nanana. Mais, et ça, c'est quelque chose, une organisation quasiment individuelle ou micro-collective, en tout cas pas du tout télécommandée par Pyongyang. Peut-être prendre une ou 2 questions très courtes pour pouvoir conclure et être sûr de finir à 18h. Une question déjà. Le temps que la question arrive, si vous voulez lire un truc sur la Corée du Nord, alors ce n'est pas une nord-coréenne, c'est une bulgare socialiste de l'époque de la Bulgarie socialiste, qui a fait un voyage de jeune pionnière en Corée du Nord au moment du Festival international des jeunes et des étudiants, et qui a écrit ça. On l'a refait, c'est une version française bien entendu. Le grand leader doit venir nous voir. Elle raconte son voyage en Corée du Nord à l'époque, et on a travaillé ça ensemble parce que 30 ans après, je l'ai emmené en Corée du Nord sur les traces
de ça. Et elle a pleuré du premier au dernier jour. On n'en pouvait plus. Et c'est un livre totalement désopilant parce que c'est raconté par une jeune nunuche. Elle a 15 ans. Elle comprend rien à rien. Elle quitte la Bulgarie socialiste, le plus beau pays du monde. Elle va en Corée du Nord, le plus beau pays du monde. Et elle rentre en Bulgarie post-communiste capitaliste, le plus beau pays du monde. Elle croit tout ce qu'on lui raconte tout le temps. Donc elle le raconte entièrement au premier degré. Elle rencontre Kim Il-sung, tout au premier degré. C'est un bouquin absolument désopilant. Jetez-vous là-dessus. Vous ferez un énorme plaisir et vous verrez comment elle tombe amoureuse du plus beau Nord-Coréen du monde, bien évidemment. Du coup, est-ce que selon vous, la population nord-coréenne est plus malheureuse qu'une autre ? Je ne vais pas faire une réponse de science politique. C'est difficile comme question. La population, on ne peut pas répondre à la question. Les Français pensent que, moi, j'y arrive pas non plus. C'est pas pour se défiler. Hein. Ce qu'on a vu comme amélioration depuis qu'on vivait là-bas et qu'il n'y avait aucune lampe allumée dans le pays de la nuit, aucune lampe allumée. Vous imaginez? Non, vous ne pouvez pas. C'est pas possible, on ne peut pas imaginer. Il y a toujours une petite loupiote ou le petit bidule derrière l'ordinateur. Rien. Donc pas de chaleur, pas de chauffage, rien du tout. Et ce qu'ils font maintenant, y compris des missiles, des grands magasins qui ouvrent un petit peu partout, c'est un tel bond en avant qu'il y a forcément une part X de la population qui se dit on l'a fait et on peut continuer à le faire. Est-ce que ça rend heureux? Je ne sais pas, mais c'est palpable, ça se voit, c'est extraordinaire. Enfin, je ne vais pas jeter le bouchon trop loin parce qu'en Corée du Sud c'est pareil, mais quel que soit l'espace entre mes voyages, il y a des trucs qui bougent. Visible comme ça, c'est énorme. Et des constructions. Pyongyang est une ville de gratte-ciel. C'est une ville de gratte-ciel. On m'a expliqué évidemment qu'il n'y en avait pas. Moi qui habite au 24e étage, j'ai eu... Sauf si vous voulez en savoir un petit peu plus, avec Pierre-Olivier François, on a fait un film, un documentaire que vous pouvez voir sur Arte ou sur YouTube, qui s'appelle Pyongyang s'amuse. Le seul titre nous a valu quelques emmerdes, maison. Et le Arte même était tellement effaré de ce qu'on disait ou ce qu'on ne disait pas qu'il a fait précéder le film d'un petit dessin animé avant, et puis suivre un petit dessin animé qui expliquait que la Corée du Nord, c'était épouvantable, il y avait des bombes qui claquaient partout et que personne ne mangeait, sauf dans notre film. Et sur l'évolution, moi, pour y être allé à partir du milieu des années 2010, il y avait des scènes un peu surréalistes, je me rappelle au milieu des années 2010, où moi je pouvais être en réunion au ministère des Affaires étrangères à Pyongyang, et d'un coup, panne de courant. Donc on explique que le pays est génial, que tout va bien maintenant, etc. On est en train de discuter, il est 10h du matin, et d'un coup, panne de courant. Et là, on continue à discuter comme si de rien n'était, parce qu'évidemment, il n'y a pas de panne de courant. Au bout de 10 minutes, la lumière revient. Moi, évidemment, il ne s'est strictement rien passé. Et on continue, et on voit un peu l'embarras, mais vu qu'on joue le jeu en mode « j'ai rien vu, je ne vais pas vous poser de questions ». Et à la fin des années 2010, 2017-2018, il n'y avait quasiment plus de panne de courant. Non. Et il n'y en a plus à Pyongyang. Donc, moi, je ne me prononcerai pas sur est-ce que les gens sont heureux, c'est toujours compliqué, mais il y a eu de fait un développement, alors qui est encore une fois très inégal, qui est beaucoup plus à Pyongyang que dans le reste. Mais de fait, les choses ont évolué. Et on le voit aussi au niveau de certains indicateurs. Donc, il est déjà 18h, sauf s'il y a une toute dernière question. Sinon, peut-être le mot de la fin pour Véronique, et y compris sur juste une question. Le pays, là, est fermé. Les humanitaires hors Croix-Rouge sont partis en mars 2020, c'est ça? En mars. La Croix-Rouge est partie en décembre. Les derniers de la Croix-Rouge sont partis en décembre 2020. Est-ce que vous, de votre côté humanitaire, il y a la moindre perspective
d'y retourner? Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Peut-être très très rapidement parce qu'il est déjà 18h. Oui, pour les humanitaires, l'objectif, c'est vraiment d'y retourner, surtout qu'effectivement, cette crise du Covid qui a isolé le pays probablement a provoqué d'autres crises internes et que on pense vraiment y retourner dès que possible. Je mets fin à la table ronde. Alors évidemment, oui. Voilà. Vous allez sur Internet, que vous maniez beaucoup mieux que moi, vous allez sur revue Tangun, Tangun, c'est le nom de la revue, mais ça existe en revue. Bon, bref. Et il y a un truc qui s'appelle aussi Voyage Tangun. Bien entendu, en ce moment, ils ne sont pas encore revaccinés, mais ils vont être vaccinés le mois prochain, disent-ils. Et donc, normalement, à partir de 2023, on recommence les voyages. Le cœur de cible de nos groupes, ce sont des voyages étudiants à but non lucratif, en Corée du Nord et en Corée chinoise. En Corée du Sud, ils n'ont pas besoin de nous et vous n'avez pas besoin de nous. Mais on recommence les voyages et d'ici quelques jours, il y aura les programmes des voyages sur revuetangun.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci surtout aux organisateurs. Merci aux organisateurs au forum et puis aussi à tout le staff qu'on ne mentionne pas toujours mais qui rend toute la technique possible. Donc merci beaucoup à tous et puis peut-être à l'année prochaine.